Je vous propose de démarrer sans plus attendre. Donc voilà, je m'appelle Esther Sèvres, je suis la fondatrice et directrice de l'agence Cal Insight à Lausanne, spécialisée dans les études de marché et les sondages d'opinion et d'études qualitatives. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-Baptiste Berthou et de Fabien Arevalo, qui vont donc m'accompagner aujourd'hui pour commenter ces échanges, les résultats des sondages qu'on va vous présenter, les démonstrations également de cas concrets en lien avec l'utilisation de ChatGPT dans le marketing. Et je vous propose à vous, messieurs, de vous présenter maintenant avant de démarrer justement le contenu de cette discussion. Allez, je me lance. Donc merci beaucoup Esther de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là avec vous tous. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Berthou. Je suis ingénieur de formation. Je suis passé par une école de commerce et maintenant donc j'accompagne les personnels, donc les professionnels du marketing et de la communication à travailler plus vite avec l'intelligence artificielle et aussi justement à gagner en excellence et en créativité. Et toi, Fabien, je te laisse te présenter aussi. Merci Jean-Baptiste et merci à Esther pour l'invitation. Donc moi je suis le fondateur et directeur de la société Altamedia, qui est une agence globale en relations clients. On fait beaucoup de formations, de mesures de la qualité et de conseils. Et forcément dans le domaine notamment du service client, tout ce qui est intelligence artificielle, qu'on n'appelait pas forcément comme ça il y a 20 ans, mais est très présente. Et ça a commencé par le chatbot il y a déjà plus de 20 ans, on en parlait hier, avec d'autres clients. Et donc, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur la relation client et notamment sur les services clients et l'IA. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Donc, dans l'agenda de la discussion, on va commencer par vous présenter quelques statistiques, puisque nous avons réalisé tout récemment 2 sondages, un auprès de la population en Suisse romande, donc vraiment un compte-rendu d'une première perception et perception de l'intelligence artificielle et utilisation des chatbots, notamment par la population romande. Et ensuite, un second, auquel je pense la plupart d'entre vous ont répondu, qui était le sondage mené auprès des professionnels du marketing et de la communication d'une part, mais également des dirigeants d'entreprise, quelques consultants aussi, quelques développeurs et responsables d'agences en web design, communication et marketing, de manière à voir quels sont ces premiers pas. Enfin, premiers pas, pour certains, ça a commencé avant 2023, mais c'est vrai que pour la majorité, c'était quand même assez récent, ça fait depuis quelques mois. Quels sont les premiers pas réalisés? Quels sont les bons retours et encore les défis à relever? On vous présentera, comme je l'avais dit, 3 cas concrets. Le premier avec Simon de Chabanais, qui sera en remote, en vidéo, pour nous présenter la façon dont il a utilisé ChatGPT pour faire du SAV, donc du service après-vente, en utilisant donc les fonctionnalités de ChatGPT pour pouvoir adresser une réclamation en tant qu'entrepreneur. Donc pas de grand call center ou de grands services clients à disposition, mais vraiment en mode solo. On parlera également avec Jean-Baptiste de comment, avec la contrainte de 15 minutes maximum, créer une campagne de communication marketing qui serait là axée sur la promotion d'un service avec ChatGPT et aussi la production de visuels. Et puis de mon côté, je vous parlerai de l'application qu'on a utilisée en utilisant l'API de ChatGPT justement pour faire du traitement de données textuelles, donc tout ce qui est les réponses aux questions ouvertes dans nos sondages. Donc voilà un petit peu pour le programme. On terminera avec toi Fabien et puis toi JB aussi sur la partie les enjeux en termes de formation, puisqu'on a posé également la question à nos sondés sur quel avenir pour nos métiers. Est-ce qu'on est plutôt enthousiaste, plutôt sceptique? Donc on pourra également embrayer sur ça. Je vous propose donc de vous montrer à présent les résultats du sondage que nous avons donc réalisé. En commençant sur la partie, donc on est vraiment concentré sur évidemment l'usage et les premières expérimentations avec l'intelligence artificielle. Et donc 2 sondages réalisés entre le 26 avril et le 2 mai auprès de 1600 habitants suisse romande et 515 professionnels. Peut-être vous rassurer par rapport au profil des échantillons, vous dire qu'ils sont représentatifs. On peut voir ici les proportions hommes-femmes, moitié-moitié, par catégorie d'âge également. Un tiers chez les jeunes, les moyens, on va dire les actifs et les plus de 50 ans. La prise d'information a été réalisée par, d'une part, notre panel et application de sondage rémunéré Votre Opinion. Et puis, il était très court, d'une durée de 3 minutes. Et puis, pour la partie professionnelle, donc on a un échantillon de plus de 500 professionnels. Vous pouvez voir que là, on est quasiment à la parité moitié-moitié avec des personnes qui sont directement impliquées dans le marketing et la communication. Et puis, pour les autres, dans d'autres domaines, avec des fonctions, justement, comme je disais tout à l'heure,
dirigeants IT, agences, web design. On voit que dans le type d'entreprise, on a pas mal d'entreprises privées, mais également un quart de services publics, et puis aussi environ 10% d'agences. Donc très récemment, puisqu'il a été bouclé le 2 mai, il est tout chaud, il vient de sortir, et le recrutement et la prise d'information ont été faites à la fois via LinkedIn et via aussi notre panel consommateur roman pour la partie pro, avec votre opinion. Donc, je vous propose de démarrer sur les usages et la perception. Et là, on est sur la partie population. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, on a 60% des romans qui ont déjà utilisé un chatbot. Et qu'au global, pour la majorité, ils en sont relativement satisfaits. On voit qu'au final, il n'y a que 15% à qui ça pose vraiment problème de faire appel à des chatbots dans la relation client. Et puis pour les autres, c'est devenu un petit peu une pratique courante avec laquelle ils sont relativement à l'aise et pour laquelle ils voient également des avantages en termes d'accessibilité H24 et aussi en termes de rapidité. On voit également que pour ChatGPT, il y a un tiers des romans qui l'ont déjà utilisé et 80% qui en ont entendu parler. Et c'est vrai que pour ce tiers qui l'a déjà utilisé, on voit que le plus souvent aujourd'hui, et on est sur la population, c'est un usage occasionnel, qu'ils en sont globalement plutôt satisfaits, qui s'est utilisé dans le cadre privé, surtout pour rechercher des informations, également pour aider à trouver des réponses à leurs problèmes. Donc, un tiers de romans de la population l'a déjà utilisé, ce ChatGPT, et au niveau des professionnels du marketing et de la communication, donc vous pouvez voir que là, on a splitté les résultats des professionnels en deux. En jaune, la barre du dessus, c'est les pros du marketing et de la com. Et puis en orange, on a les professionnels qui sont actifs dans d'autres domaines que ceux-là. On voit, je pense un peu sans surprise, que ce sont les professionnels du marketing et de la communication qui sont davantage familiers avec ChatGPT, avec 35% très familiers. Et après, on retrouve plus ou moins un peu moins de la moitié des personnes qui sont un peu familières avec cet outil-là. C'est vrai que dans les autres domaines du marketing et de la communication, on a un tiers qui ne sont pas du tout familiers avec ChatGPT, mais au global, quand même, 80% de personnes professionnelles familières avec ChatGPT. Au niveau de Midjourney, donc qui est le pendant pour faire plutôt de la production d'images et de visuels, on voit que là, on est beaucoup dans une familiarité qui est beaucoup moindre et qui est plus marquée chez les professionnels du marketing et de la communication avec 13% qui l'utilisent vraiment, 33% qui ont commencé un petit peu à regarder, mais voilà, qui sont dans les premières expérimentations et les autres n'étant pas familiers avec Midjourney. À partir de quel moment ils ont commencé à utiliser l'IA et puis s'ils en sont satisfaits, eh bien, vous pouvez voir là qu'on a 40% des professionnels du marketing et de la communication qui l'ont utilisé, 23% depuis cette année et 17% c'était déjà avant début 2023. Et que pour les 3/4 de ces personnes-là, les résultats sont vraiment plutôt impressionnants. Donc, on était sur une échelle de 1 à 5, 5 étant c'est incroyable, et 1 étant bof, je suis un peu déçue. On voit que vraiment pour la majorité, c'est plutôt bluffant les résultats. Vous pouvez voir également qu'un tiers y réfléchissent. Donc, c'est clairement des outils qui suscitent de l'attrait, de l'intérêt et sur lesquels les gens cherchent à se former, à mieux comprendre les limites et en tout cas, à investiguer tout le potentiel que ça pourrait leur apporter au niveau professionnel. Dans les applications, donc toujours sur la partie des 515 professionnels qui ont répondu, on voit qu'en premier, et vous pouvez voir vous-même la nuance entre les pros du marketing, de la com et puis les autres domaines, que c'est surtout dans la rédaction de texte, la traduction et le traitement analyse des données qu'on est le plus enclin à utiliser des outils d'IA et notamment ChatGPT le plus connu. En ce qui concerne à présent les apports et les limites des bots dans le service client, je vous propose de voir le cas concret avec Simon, entrepreneur multicasquette, qui est à la fois un développeur full stack et qui a un site e-commerce en photo, pour pouvoir avoir un cas concret. Alors, je vais vous partager la petite vidéo. Attendez. C'est l'effet des mots. C'est normal. Ok, donc Simon, tu vas nous parler d'un cas justement de l'utilisation de l'IA dans le cadre d'un service après-vente, dans le domaine du e-commerce. On est donc dans le domaine de matériel photographique, c'est juste ?
Exactement. J'ai une société de e-commerce dans laquelle je vends des filtres photos, donc des filtres qui se vissent sur l'objectif. Souvent, par mon manque de temps, je peux peut-être manquer d'empathie, être un peu trop cash et direct auprès d'un client. Sauf qu'en service après-vente ou même en avant-vente, il faut enrouler les choses, faire que ce soit plus. Ok, donc Simon, tu vas nous parler d'un cas justement de l'utilisation de l'IA dans le cadre d'un service après-vente, dans le domaine du e-commerce. On est donc dans le domaine de matériel photographique, c'est juste? Exactement. J'ai une société de e-commerce dans laquelle je vends des filtres photos, donc des filtres qui se vissent sur l'objectif. Souvent, par mon manque de temps, je peux peut-être manquer d'empathie, être un peu trop cash et direct auprès d'un client. Sauf qu'en service après-vente ou même en avant-vente, il faut enrouler les choses, faire que ce soit plus soft. Et puis j'ai testé du coup, je me suis dit que j'allais tester avec ChatGPT 4 de faire un persona pour m'aider à gérer les demandes de support avant-vente et après-vente de mes clients. Et j'ai commencé, j'ai fait un test et puis je trouve ça relativement concluant. Donc je peux faire une petite démo en expliquant quel est le persona que j'ai demandé de créer. Et puis ensuite, on peut essayer de regarder sur un ou deux tickets, on va dire, de clients avec des demandes qui peuvent être spécifiques. Et moi, qu'est-ce que je donne comme input? Qu'est-ce que me fournit l'IA comme réponse? Alors, d'abord, je vais expliquer la persona. Donc, j'ai dit à ChatGPT, j'ai commencé à dire, tu t'appelles Antoine, tu es spécialiste en photographie, particulièrement avec l'usage de filtres ND et GND. Donc ça, c'est les types de filtres photographiques. Tu t'occupes du service après-vente et du conseil avant-vente du site de vente en ligne de filtres photo, casefilters.fr. Donc, c'est le site que je gère. Je vais te fournir les demandes avant-vente et service après-vente des clients en commençant toujours par le numéro de ticket suivi de dièse, ce qui te permettra de retrouver l'historique de conversation avec le client pour construire le contexte. Afin de réaliser au mieux les réponses, tu peux me poser des questions. Aussi, avec les questions du client, je peux être amené à te donner des informations. Celles-ci viendront après le message du client et la section de mes informations commenceront toujours par $. Je lui ai dit, un client, généralement, il peut y avoir plusieurs échanges. Donc, si je veux que tu te souviennes des autres échanges et utilise le numéro du ticket pour t'en souvenir. Et la première demande que j'ai fait passer, ça concerne un client qui avait commandé pour à peu près une commande de 400 euros et qui me dit, ça va pas du tout, je vais les renvoyer, il y a ça qui va pas. Pour moi, ça correspondait plus à une erreur d'utilisation des choses. Donc là, je lui ai mis la question du client qui dit, je vous contacte car je souhaite un retour de la totalité de ma commande. Je suis assez déçu par la qualité de fabrication des produits. La bague de filetage intérieur ne permet pas d'aimanter. Bon, des soucis divers. Et aussi, il veut la procédure pour faire le retour. Je lui dis, moi, juste des informations sur ce que le client a commandé. Donc, je lui dis, le client a commandé les produits suivants. Je liste les différents produits commandés. Et là, il m'a fait une belle réponse bien formatée. Je suis désolé d'entendre que vous rencontrez des problèmes avec les produits que vous avez commandés. Avant de procéder à un retour, nous aimerions nous assurer qu'il n'y a pas de problème sur les produits livrés ou une erreur dans leur utilisation. Il fait le suivi. Donc là, le client me répond: Bonjour Antoine, merci pour votre retour. Quelques éléments de réponse et compléments d'information. Pour la bague inlet, je l'utilise sur une icône, donc un type d'objectif bien spécifique. Et on dit qu'on revient vers lui. Et puis là, ChatGPT m'a fait encore un mail très très bien. Et pour le coup, que j'ai pris tel quel en copier-coller sans rien modifier. Le client à la base, je veux tout renvoyer. Et puis là, il est: ah ok, je vois qu'il y a du support. Je vois que vous êtes bien, vous vous occupez de moi. Puis au final, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que la bague qu'il n'avait pas commandée, qui marchait parce que il n'avait pas commandé la bague, je lui ai dit, je vous fais un geste commercial, je l'envoie. Moi, ça me coûte 15 euros, mais j'ai pas besoin de récupérer 400 euros de marchandises que je peux plus revendre. Donc voilà pour le premier cas concret. Fabien, est-ce que ça t'inspire un commentaire, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre et puis ce cas d'utilisation justement en tant qu'entrepreneur? Oui, alors je trouve que ça explique bien et ça dessine bien en fait l'intérêt de l'IA et de ces dernières semaines, mois de développement, c'est que
Ces outils-là, oui, ils étaient à disposition de grosses sociétés, de gros services clients, hein, comme on le disait, et depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années même, pour certains. Et là, je trouve que c'est un super exemple qu'on vient de voir, c'est que maintenant, ça devient accessible, alors presque à tout le monde, parce que quand même la qualité du prompt était importante, hein, et je pense qu'il connaît vraiment bien son domaine. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le côté super positif, c'est que ça va démocratiser en fait ces outils à pas mal de monde, et notamment le petit entrepreneur solo qui peut pas gérer à la fois le conseil, la vente, les fournisseurs, le SAV. Et si ça peut aider à ça, ce sera super. Et puis après, là où il faut faire attention, c'est que si vous avez bien regardé, parce que je suis assez dans le détail, les chatbots pour l'instant sont pas super bons en grammaire et orthographe encore, hein, et en tout cas pas suffisamment pour donner une réponse directe à un client. Et là, j'ai vu quand même qu'il avait retouché certains trucs, parce que sur les participes passés notamment, voilà. J'ai eu la chance de voir au Salon Stratégie Client fin mars à Paris un concours entre ChatGPT et le champion français d'orthographe qui a créé la société Orthodidacte. Et c'est vrai que pour l'instant, l'humain gagne encore. Donc, ce que j'en retiens, c'est que c'est super parce que ça va démocratiser ces outils pour aussi les entrepreneurs solo ou petites boîtes et qui ont accès maintenant à ces outils-là. Attention à certaines limites, peut-être la discussion réelle et directe n'est pas encore prête pour tout de suite. Mais si ça peut déjà faire 80 à 90% du travail, ce sera vraiment super. Toujours ça de gagner. Merci beaucoup, Fabien. Je vous t'en propose prie. de reprendre avec la suite de la présentation, où on va parler à présent des défis et des limites. Donc, toujours dans ce sondage auprès de la population, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les avantages, c'est vraiment cette accessibilité en tout temps et le fait d'avoir des réponses qui soient vraiment rapides, qui nous fassent gagner du temps en tant que consommateur, consommatrice. Les inconvénients, c'est que les chatbots ne sont pas capables de résoudre justement tous les problèmes et comme le disait fort justement Fabien, le côté humain reste très important dans ce type de relation également. Pour le côté confidentialité des données, donc dans le cadre des solutions d'intelligence artificielle qui sont proposées, donc on avait listé des exemples aux participants, on voit que quand même pour la moitié, un peu plus de la moitié, il y a toujours cette préoccupation de livrer des données lorsqu'on est en échange avec un chatbot et pas avec une personne humaine. Et du côté des professionnels, on voit d'ailleurs que c'est la première préoccupation, c'est la sécurité et la fuite des données sur les serveurs d'OpenAI. On voit également qu'il y a des préoccupations éthiques et puis un manque de transparence avec ce côté boîte noire, puisqu'on ne sait pas très bien comment fonctionnent leurs algorithmes finalement et comment le réseau neuronal a été constitué, avec quel type de data, quels sont les filtres qu'ils ont mis, etc. Donc il y a aussi ce côté black box, avec en quatrième position le manque de compétences en interne. C'est vrai que comme on l'a vu avec Simon, qui est en même temps développeur, il y avait déjà une bonne compréhension des prompts et puis un affinage jusqu'au hashtag $ qui permettait de pouvoir bien structurer aussi et automatiser et gagner du temps avec les prompts. Donc, un besoin de formation et toujours les résistances au changement comme on les rencontre dans chaque grand moment de transition numérique ou autre avec les employés de tout âge et en fonction des secteurs aussi d'activité. Ce n'est pas toujours facile à mettre en place et à intégrer dans les processus existants. Le coût est faible, donc il n'y a pas vraiment de problème de coût d'implémentation. Et puis vous dire également que donc on est sur un tout petit échantillon, mais quand même, je trouvais intéressant par rapport aux personnes qui sont à la tête d'une agence ou qui ont des fonctions cadres dans les agences, que la moitié ont informé leurs clients de l'utilisation de l'IA dans le cadre de leur travail. Et puis que du côté donc toujours sur l'avis des agences, comment ils perçoivent les réactions de leurs clients, des annonceurs, face à l'utilisation de l'IA dans les projets de l'agence. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un client sur deux qui est enthousiaste, mais l'autre moitié qui est assez réticente et qui a besoin de garanties, d'être rassurée et qui est un peu plus frileuse à y aller. Sachant que si on pose maintenant la question sur l'importance pour les clients qui font appel à des prestataires externes, qu'ils soient consultants indépendants ou agences, les 3/4 quand même revendiquent une transparence sur le fait de dire qu'on travaille avec l'IA, ça leur semble essentiel. Pour les autres 25%, ça n'est pas important, finalement, c'est le résultat qui va compter. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter efficacement les réponses aux questions ouvertes de nos sondages? Donc, je vous propose de voir un petit peu l'outil que Cédric Paternotte a développé. Donc, c'est le cofondateur du panel et de l'application, le développeur de l'application Votre Opinion, qui assure également la protection des données, justement, de nos données sur les serveurs Infomaniac. Et on va pouvoir
découvrir à présent, en espérant que ça parte en une fois, la petite vidéo de démonstration. Voilà, je vais donc partager avec vous un cas concret d'utilisation de notre outil d'intelligence artificielle qui a donc été développé sur l'API de ChatGPT. Nous avions donc un sondage sur le B2C auprès du grand public sur les chatbots et les recommandations personnalisées. Par exemple, commençons avec peut-être les chatbots. Là, on voit qu'on a plus de 600 réponses donc, qui ont été données sur ce ressenti, donc sur les utilisateurs de chatbots. Eh bien, qu'en pense-t-il, le sentiment général? Ce qui est intéressant avec cette application que nous avons développée, c'est qu'on peut injecter en fait n'importe quel fichier Excel. Ça nous permet d'avoir les questions ouvertes. On pourrait également avoir les variables avec lesquelles on veut trier l'information, donc le genre, l'âge, le canton, etc., ou même une variable qui serait discriminante. On peut donc avoir ces filtres par segment. Par contre, on va être limité quand même dans la quantité de données qu'on peut lui donner. On ne pourra pas envoyer un fichier avec 100 000 lignes. Donc, nous, l'avantage, c'est faisant des sondages, on a rarement plus de 2000 personnes. C'est qu'on a également travaillé avec les paramètres de température, notamment, qui va régler le niveau de créativité que ChatGPT permet dans l'analyse des réponses. Donc, au niveau minimal, il va être très factuel, il va y avoir très peu de variance entre les réponses. Si on pose plusieurs fois la même question, il va vraiment régénérer les mêmes réponses. Mais au niveau maximal, il va vraiment se permettre plus de latitude dans son interprétation. Et il va donc être plus créatif aussi dans ses réponses. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, dans nos essais, on a décidé de faire le choix de mettre la température au minimum pour obtenir une analyse qui va être la plus factuelle possible. Donc, actuellement, on est limité avec le nombre de tokens. Avec le modèle ChatGPT DaVinci de 3.5, c'était 4000. Avec ChatGPT 4, c'est 8000. Bientôt, ce sera 32 000. Donc, actuellement, quand on dépasse 1000 lignes, donc quand on a vraiment des sondages avec beaucoup de répondants, on doit juste saucissonner la donnée en fait, pour pouvoir traiter l'intégralité des données. Mais d'ici peu, ça devrait être plus performant et donc on n'aurait plus de souci de devoir saucissonner la data. Donc, si on prend par exemple dans le sondage auquel vous avez participé pour les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle au niveau professionnel, les motifs de satisfaction ou d'insatisfaction, on va lui demander de nous donner le sentiment général, donc j'aurais pu choisir les points positifs, négatifs. On va prendre le sentiment général pour avoir une première impression. Et on peut voir là, donc on a environ une centaine de personnes qui étaient donc utilisateurs et qui ont répondu à cette question. On va pouvoir voir ce qui ressort dans un premier temps sans devoir parcourir l'ensemble des verbatims. Il faut donc environ 30 secondes. Donc voilà, on voit que c'est quand même mitigé. Donc il y a une partie qui sont impressionnés par la rapidité, l'efficacité, le gain de temps, la capacité à accomplir des tâches répétitives et à générer des contenus pertinents. Mais de l'autre côté, l'IA manque de nuances, d'humanité, de spontanéité, peut parfois produire des résultats imprécis ou décevants. L'IA doit être utilisée avec discernement, le contrôle humain reste nécessaire pour assurer la qualité et la pertinence des résultats. Donc c'est un outil puissant et prometteur, mais qui doit encore être amélioré et utilisé en complément de l'intervention humaine. Voilà pour cette première question. Et puis, il y avait aussi une question sur l'impact de l'IA sur l'avenir de votre profession. Là, on a la moitié, on a plus de 400 personnes qui ont répondu à cette question. Eh bien, qu'en ressort-il au global? Donc voilà, on peut voir ici qu'en résumé, c'est donc également mitigé. Côté positif, amélioration de la production, de la créativité, de l'efficacité. Au niveau négatif, perte d'emploi, déshumanisation, problème de sécurité et de confidentialité des données. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'utilisation de l'IA pour améliorer les processus et la préservation des emplois et des compétences humaines. Alors, c'est vrai que par rapport à la confidentialité des données, donc c'est un point très important qu'on adresse évidemment avec beaucoup de soin. Chez Calinsight, actuellement, les données qu'on utilise avec cet outil, cette interface sur l'API de ChatGPT, c'est exclusivement avec des données de nos sondages, donc des résultats de sondages qui sont faits publiés, qui sont publics. Les fichiers, donc, puisque c'est un outil qui va chercher les datas sur un fichier Excel tout simple, les fichiers sont évidemment anonymisés lorsqu'on va sonder, puisque les personnes qui répondent à nos enquêtes sont des personnes qui sont inscrites sur notre app, Votre Opinion ou notre panel de sondage rémunéré, mais également des personnes qui répondent via les réseaux sociaux. On anonymise évidemment ces fichiers et c'est ce qu'on ingère, c'est ce qu'on donne en fait à ChatGPT pour pouvoir ensuite nous faire les analyses. En l'occurrence, on pourrait également demander de trier les résultats par genre, âge, canton ou autre.
Là, pour le coup, j'avais juste mis comme fichier les 2 réponses aux questions ouvertes avec les verbatims. Donc, je n'ai pas ces autres variables, mais ce serait évidemment aussi tout à fait possible. On ne travaille pas encore avec des données clients. C'est quelque chose qu'on va commencer à pouvoir proposer, puisque cette interface permet également aux clients d'avoir des accès avec des ID, des user ID individuels, de pouvoir également nous présenter déjà en amont les différents types d'analyses qu'on a pu effectuer sur les questions ouvertes. On pourrait également imaginer que les clients posent eux-mêmes leur propre prompt, ce serait tout à fait possible. Et puis, vous dire également que de toute façon, on signe des accords de confidentialité avec les clients qui le souhaitent pour s'assurer évidemment que nous n'allons pas utiliser cet outil ChatGPT dans le cadre de nos activités sans en informer nos clients. C'est évident. Vous dire encore que bientôt, on pourra avoir le choix, on l'espère, de pouvoir rapatrier ces informations-là sur notre serveur interne en Suisse chez Infomaniac et pouvoir faire tourner cet outil avec uniquement nos données internes sur nos serveurs à nous, sans avoir justement le risque que les données partent sur les serveurs d'OpenAI sans avoir de sécurité par rapport à la confidentialité des données. Voilà, et d'ailleurs, effectivement, eh bien, le dernier screen, il date de dimanche, où on a fait des premières expérimentations sur LLama, qui nous permet déjà de faire tourner sur un Mac, sur un simple MacBook Pro, le moteur de recherche, enfin le modèle de langage, pardon. Et ça va nous permettre, je suis sûre, d'ici peut-être 3-6 mois, ça va nous permettre de pouvoir traiter des données qui vont rester en interne sur nos serveurs, enfin hébergés chez Infomaniac, puisque ça reste très gourmand en énergie. Mais c'est vraiment très prometteur de se dire que bientôt, les entreprises et les agences pourront également faire du traitement en utilisant ces modèles de langage, tout en ayant leurs propres données qui soient hébergées chez nous et sans qu'elles soient envoyées chez OpenAI. Je vous propose de reprendre la suite de notre sondage. La suite est fin. Avec justement l'impact sur le job et les besoins en formation, eh bien, vous pouvez le voir au niveau du sondage chez les professionnels. Pour la grande majorité, les entreprises laissent se former en autodidacte, mais néanmoins, dans un tiers des cas, il y a des formations qui sont menées déjà en interne, tant dans le côté marketing professionnel, de la com également, que des autres secteurs, et puis également en allant à des conférences, des événements, comme on en discutait tout à l'heure d'ailleurs avec Fabien et JB. En ce qui concerne le côté justement un peu sécurité de son avenir professionnel, on voit que quand même on est à moitié-moitié, plutôt inquiet ou plutôt optimiste, voire très optimiste. Ça pose vraiment beaucoup de questions par rapport à notre avenir. Et il n'y avait pas de différence en fait en fonction du secteur d'activité, que ce soit un fondateur, directeur, cadre ou développeur. Vraiment, ça pose pas mal de questions et c'est très partagé. Je vous propose à présent d'avoir le dernier cas concret avec Jean-Baptiste Berthoud qui forme les entrepreneurs et les petites entreprises à l'utilisation des outils justement d'intelligence artificielle et notamment ChatGPT. Et je vous ai également mis le petit prompt, le petit pense-bête des prompts ChatGPT que j'avais beaucoup aimé de Mathieu Cortési, qui permet de voir comment on peut aussi justement faire des commandes de manière plus dirigée et qui soient plus efficaces et qui permettent d'avoir des manières d'agir en tant qu'avec un type de rôle, de demander une action dans un style, une tonalité, une température particulière et d'avoir des formats tableau ou autres, comme va d'ailleurs nous le montrer Jean-Baptiste. Alors JB, on a préparé cette petite séquence en amont de la conférence du webinaire. Je t'ai demandé de préparer en moins de 15 minutes, vraiment, ça ne devrait pas te prendre à toi plus que 15 minutes, un cas d'usage pour créer une campagne de communication et ou marketing. On a regardé un petit peu le profil des personnes qui étaient inscrites et on a choisi au hasard une typologie de clients qui pourrait être intéressés par ça. On s'est dit qu'on n'allait pas choisir la facilité et qu'on allait prendre un acteur dans le domaine de la santé et qui plus est une fondation à but non lucratif. Donc, je t'ai demandé de te concentrer sur le cas de la clinique de la Source et de voir comment on pourrait développer donc une campagne de promotion de leurs services. Et ensuite, je t'ai laissé un peu libre choix de choisir le quoi comment. Donc, merci Esther. Donc, maintenant, je vais partager mon écran, comme ça, tout le monde peut voir. Donc, sachez juste que je ne suis pas du tout expert de la santé. Et donc, je suis quand même allé voir le site de la clinique de la Source. Donc, j'ai vu leurs différents centres, etc. Et je me suis dit,
tiens, ça pourrait être bien de promouvoir leur service de soins à domicile. Là, donc la première étape pour éviter donc le phénomène en IA qu'on appelle le phénomène d'hallucination, donc c'est quand l'intelligence artificielle donc affirme quelque chose qui a l'air vrai mais qui est en fait tout à fait faux. J'ai donné en fait en données d'entrée la description du service de soins à domicile de la clinique de la source, et donc il m'a bien dit mémoriser. Donc là, je pars déjà sur une bonne donnée de base. Je suis sûr que on va s'appuyer sur des données qualitatives et totalement justes. Donc la seconde étape, une fois qu'on a donné à manger les bonnes données, c'est justement de commencer ce cas marketing. Dans un premier temps, je voulais lui demander des différentes stratégies marketing. Donc pour cela, j'ai besoin de lui dire que je suis responsable marketing de la clinique privée, que mon but en 2023, donc là, c'est de promouvoir ce centre de service à domicile, dont il a mémorisé la description. Après, pour rappel, pour lui donner encore plus de contexte, je lui donne des informations sur la clinique. Je lui donne aussi toutes les centres et les prestations que la clinique propose, parmi lesquels justement le soin à domicile, pour que l'IA sache que le soin à domicile, ce n'est qu'un des services que la clinique propose. Et là, enfin, j'utilise une technique de prompting qui est assez répandue, c'est-à-dire agis comme un responsable marketing senior, et ensuite, propose-moi différentes stratégies marketing pour augmenter la notoriété de ce centre de soins à domicile dont tu as mémorisé la description. Ensuite, j'ajoute de la précision et de la spécificité pour qu'il me classe ces stratégies en fonction de différents paramètres qui sont le online, offline, l'audience cible, l'offre et le canal de communication. Donc là, faire un tableau, c'est quelque chose qui est très pratique. Et donc là, on voit que il y a la stratégie avec online, offline, l'audience cible, l'offre et le canal de communication. Donc ça donne déjà des précieuses informations pour ceux qui veulent déployer leur stratégie marketing. Sauf que je me suis dit, bon, moi j'ai envie d'aller plus loin. J'aimerais bien savoir ce que l'IA me conseille de faire en priorité. En effet, la stratégie qu'il proposait en 1, c'est-à-dire les campagnes Google Ads pour promouvoir ce service de soins à domicile, était une stratégie intéressante. Donc, j'ai voulu aller encore plus dans la finesse, donc tirer les fils de la conversation et lui dire d'agir comme un spécialiste des publicités en ligne et de me proposer des idées de publicité selon certains paramètres. Donc, je voulais qu'il me propose un texte, des suggestions de visuels, l'audience cible et même, en fait, les ciblages pour Google. Et donc là, on voit qu'il me propose des idées de publicité avec différents angles qu'on peut voir ici. Et donc là, Esther, tu me disais, est-ce qu'on peut justement générer des visuels aussi avec l'intelligence artificielle? Donc là, on voit qu'on a tout le texte, donc on pourrait l'envoyer. Il nous manque juste, entre guillemets, les visuels. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut utiliser, donc il y a des outils comme Midjourney, comme DALL-E 2, comme Stable Diffusion qui peuvent le faire. Mais là, je me suis dit, je vais directement utiliser Microsoft Edge, donc le navigateur de Microsoft, qui a à l'intérieur Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Et dans ce moteur de recherche Microsoft Bing, il y a l'onglet Conversation qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle directement. Et en fait, on peut parler avec l'intelligence artificielle dedans, mais on peut aussi directement, comme vous voyez ici, générer des photos directement dans l'onglet Conversation de Bing. Donc, c'est totalement fou. Et donc, générer des images qui correspondent en fait au visuel de la publicité que je voulais. Donc, en quelques secondes. Donc, il s'avère que si on regarde un petit peu les images de plus près, les visages ne sont pas tout à fait humains, on peut se rendre compte que c'est du fake, mais avec des IA génératives d'images comme Midjourney, on peut déjà avoir des photos qui sont d'extrême qualité, potentiellement d'aussi bonne qualité que les photographies humaines. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les photos du pape en doudoune ou Macron donc à côté dans les rues de Paris avec des poubelles. Ça, c'est des photos qui ont été générées justement avec Midjourney. Donc voilà Esther, un petit peu ce qu'on peut faire là, ça m'a pris 10 minutes avec l'intelligence artificielle dans le marketing pour un sujet très spécifique qui est la promotion d'un service de soins à domicile d'une clinique privée en Suisse. Voilà. Voilà. Merci JB. Merci, avec plaisir. Alors, c'est vrai que les visuels qu'on a vus dans les propositions, quand on zoomait dessus, ils ont été générés évidemment en très, très peu de temps. Quand on zoome dessus, on voit bien qu'ils ont 7 doigts et puis qu'ils sont pas vraiment humains. Néanmoins, avec, justement, tu l'as mentionné aussi, avec Stable Diffusion, on voit que tout ce qui est, en fait, dès que les outils sont en open source,
et que la communauté vient se mettre dessus pour pouvoir les travailler, que c'est en train de prendre une ampleur incroyable et de se développer à vitesse grand V. Et que donc par conséquent, on peut imaginer que d'ici peu de temps, ce sera aussi démocratisé et accessible à nous, sans trop d'efforts. J'assistais d'ailleurs à une conférence, la conférence dans le domaine de la formation à Créa, lundi soir, et hier soir, il disait que donc les métiers évidemment allaient être révolutionnés, et que ceux qui avaient passé beaucoup de temps à maîtriser Photoshop, Adobe et d'autres outils, ils allaient être rapidement, ça ne servirait plus en fait, parce que tout ça, ce sera les prompts et les commandes qui feront le travail, et tout sera automatisé derrière par les machines, et donc finalement ces compétences techniques seront devenues obsolètes. Est-ce que vous avez, JB, toi, par rapport à ce côté justement aussi dans les enjeux de formation, parce que voilà, maintenant il faut former aussi donc on a vu qu'il y avait pas mal d'autodidactes, donc la moitié qui se forment en autodidacte, il y a des conférences, etc., mais il y a aussi des enjeux de former les professionnels de la com, du marketing ou des entrepreneurs à cet usage pertinent et adapté de l'IA. Est-ce que tu as peut-être des premiers retours d'expérience ou des choses à nous signaler par rapport à ça, entre les défis que tu peux rencontrer et puis l'enthousiasme? Ouais, avec plaisir. Donc, globalement, donc là, juste pour replacer le contexte, moi j'ai accompagné 40 personnes en solo, et donc là, je commence à accompagner mes premières entreprises, et les choses qui reviennent en fait chez les entreprises, c'est ce que tu as bien montré dans le sondage, c'est le côté confidentialité des données, et cetera. Et dans l'aspect plus spécifique formation, c'est justement, il y a beaucoup de... Il y a deux types de personnes. Il y a comme tu l'as vu, en fait, on le voit très bien sur ton sondage, il y a les très optimistes, et puis il y a aussi ceux qui sont un peu moins motivés pour utiliser les outils. Donc moi, j'ai souvent ces deux profils-là qui sont là. Et donc, je pense qu'il faut avoir... en fait, tu le dis bien aussi dans le sondage, une approche équilibrée de la formation. Donc, analyser un peu toutes les tâches de l'entreprise et voir les tâches, entre guillemets, à peu de valeur ajoutée, aussi au niveau du développement cognitif des employés, des personnes, et peut-être brancher l'IA sur ces tâches-là. Et puis, conserver aussi certaines tâches pour que les gens continuent en fait à apprendre leur métier, à s'approprier un peu les missions, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment l'identifier les bons endroits où tu branches l'IA pour mettre des petits coups d'accélération, des coups de créativité, mais avoir une belle réflexion aussi de justement, voilà, non, sur ça, en fait, on veut le garder, on veut que les gens, enfin, nos employés continuent à le faire parce que c'est important pour comprendre la mission, c'est important pour délivrer, en fait, le résultat final au client. Mais par contre, pour ça, c'est pas grave. Là, on se met full IA et on automatise à fond, et ça nous fait gagner énormément de temps. Donc voilà, moi, c'est ça que j'essaye de faire, c'est d'essayer de faire prendre conscience aux entreprises quelles sont les tâches qui peuvent être automatisées, pour qu'ensuite, eux, ils décident avec moi et ensemble, qu'on décide où est-ce qu'on branche et où est-ce qu'on ne branche pas, pour rester dans cet équilibre cet équilibre, en fait, tout simplement. C'est vrai que ça pose la question aussi de la libre appréciation de quelle donnée va être jugée comme étant sensible et confidentielle ou pas. Qu'est-ce qu'on donne à manger à la machine, pour reprendre un peu l'expression de tout à l'heure. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a eu des problèmes de fuite. Je pense que vous en avez entendu parler du côté des microprocesseurs, du côté de Samsung et autres. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est en voyant qu'on a quand même 40% des professionnels en Suisse romande qui utilisent ChatGPT régulièrement déjà aujourd'hui. Que mettent-ils dans la machine? Qu'est-ce qui, en fait, parce que vu que c'est sur mon impression, vu qu'il n'y a pas encore de réglementation aujourd'hui et que les entreprises n'ont pas encore justement amené de charte ou de contraintes par rapport à qu'est-ce qu'une donnée sensible ou pas, aujourd'hui, c'est un petit peu la responsabilité individuelle et le bon sens qui fait foi en fait par rapport à qu'est-ce que je décide de mettre dans ChatGPT. Il faut quand même noter aussi que tout dernièrement, là, très récemment, on a la possibilité maintenant de passer en mode dark, non pas sur le dark web, mais du coup, on va avoir des prompts qui ne vont pas être dans l'historique et qui ne vont pas être utilisés pour traîner leur modèle de langage. Donc, il y a quand même, après, bon, voilà, c'est une garantie, donc il faut leur faire confiance, il faut les croire. Mais bon, on voit aussi que l'Italie est revenue aussi sur ses positions et puis a repermis à ChatGPT de pouvoir être utilisé dans le pays. Donc, il y a quand même des garanties qui sont en train d'être amenées. Et c'est vrai que pour la question de droit d'auteur de Caroline, alors, je pense que vous en avez certainement entendu parler. Il y a une chanson qui est sortie, un mélange de The Weeknd et Drake, c'est ça? Où en fait, ils ont mixé deux chansons parce qu'ils peuvent faire des simulations de voix, etc., avec des musiques, mais vu qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur, parce qu'en fait, elles n'existent pas.
Les paroles sont nouvelles, les sons sont des voix qui ont été très légèrement transformées. Donc, ça va vraiment poser d'énormes questions au niveau des réglementations. Et puis, là, il y a des choses qui doivent être mises en place, comme quand il y a eu le bouleversement d'Internet qui est arrivé, avec des nouvelles normes et des nouvelles considérations à prendre. Moi, peut-être à ma petite échelle de petite PME de 5 personnes, je vois qu'on doit donc appliquer les réglementations RGPD. Toi aussi, Fabien, je pense que tu dois le faire. Et puis, c'est vrai que, alors on suit des conférences, on s'informe, mais ça reste compliqué à mettre en place quand on est une petite structure. On ne peut pas non plus tout faire en étant informé constamment des évolutions qui arrivent au niveau juridique. Donc, il y a vraiment ces questions-là. Donc, je n'ai pas de réponse, Caroline, sur le droit d'auteur. Je pense que ça va être très compliqué. Et vu que c'est aussi un libre accès à la créativité de tout un chacun, pimpé et boosté par l'IA, ça va être compliqué. Je vois une autre question, oui, avec de Benjamin. Quelles données sont utilisées? Que font les données des entreprises? Quid de l'open? Ouais. On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'ils font aujourd'hui des données qui sont donc envoyées pour le moment sur les serveurs d'OpenAI. C'est pour cette raison-là que je suis vraiment convaincue que soit d'une part, il y a des intervenants, en fait, des prestataires externes qui vont être des intermédiaires, donc on va passer par des tiers qui vont permettre de garantir justement cette sécurisation de l'information pour qu'elle n'aille pas, justement, qu'elle ne soit pas disponible ou qu'il n'y ait pas de fuite ou autre en étant sur les serveurs d'OpenAI. Et je suis vraiment très convaincue quand je vois déjà qu'on peut faire tourner LLama sur notre Mac, que très rapidement, ce sera moins gourmand en énergie et en données, et qu'on pourra aussi développer, grâce au modèle de langage en open source, des applications directement au sein de nos entreprises et des serveurs, de nos serveurs qui sont hébergés, par exemple, chez Infomaniac en Suisse. La justice américaine pourrait trancher une question de droit d'auteur dans les prochains jours. On est en plein, c'est des énormes questions. Et ça évolue chaque jour, quoi. Nous, on suit ça d'assez près, ça nous passionne. Donc, une personne que j'avais interviewée dans un live m'a demandé de l'effacer car elle a eu peur que sa voix soit reproduite. Que lui répondre? Lui répondre qu'il a... Oui, effectivement, les voix pourraient être reproduites, l'image. Tu l'as mentionné, JB, avec les photos de Macron et du pape. Ça devient compliqué, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe qui. C'est pas facile. Et ça fait penser à une étude qu'on mène en ce moment auprès des jeunes. Et un jeune nous disait, par rapport à certaines critiques vis-à-vis des médias, il disait, moi, en fait, aujourd'hui, je ne crois plus que ce que je vois, mais ce que je vois en vrai, quoi. Pas en vidéo ou à la télé ou sur les réseaux, ce que je vois avec mes yeux. Alors nous, ça nous pose des vraies questions, par exemple, dans les services clients, où on pensait que pour pouvoir éviter le pain point qui est, vous savez, quand vous appelez une banque et qu'on doit vous identifier avec 5-6 questions différentes, des gens commençaient à réfléchir en se disant, tiens, mais peut-être qu'en reconnaissant la voix, on pourrait s'éviter tout ça. Et puis là, l'arrivée massive d'outils IA comme justement ceux qui reproduisent la voix font qu'on va devoir se passer de cette solution parce que ce serait beaucoup trop dangereux. Donner des informations bancaires à quelqu'un qu'on aurait identifié uniquement par sa voix, aujourd'hui, ce serait trop risqué. Et donc, on va revenir à des choses, je sais pas, sur les empreintes, mais qui nous dit qu'un outil d'IA ne pourra pas reproduire mon empreinte d'ici peu. Donc voilà, sur les questions d'identification des personnes, notamment pour pouvoir donner des informations personnelles dans les services clients, ça pose aussi des questions. C'est vrai, j'ai vu d'ailleurs qu'ils sont en train de relancer Alexa et Siri. Ils ont fait plein d'optimisations et puis ça va beaucoup bouger ces prochains mois. Et là aussi, sur la propriété intellectuelle, Esther, aujourd'hui, il y a un vide juridique qui est totalement présent. Donc aujourd'hui, on a légalement le droit d'utiliser la photo du pape, entre guillemets, de Macron, etc., sans avoir de poursuite. Mais d'ici, comme le dit Benjamin, d'ici quelques mois, même peut-être quelques semaines, là, aux États-Unis, ils sont en train de légiférer. Je sais qu'il y a l'IA Act aussi en Union européenne qui est en train de légiférer ces choses-là. Donc il faut suivre de très près aussi tout ça, pour voir comment on va pouvoir utiliser tous ces outils de manière légale et puis de manière éthique, entre guillemets. Sur l'autre question de Caroline, sur la gestion des résultats, avec l'optimisation. Donc, en fait, la génération des résultats par Google pour optimiser le SEO. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, on peut aujourd'hui demander à ChatGPT clairement d'optimiser un texte pour la création de sites Internet de manière à ce que ce soit directement optimisé pour son SEO. Ira-t-on jusqu'à mettre en avant un code human-made, peut-être via la blockchain?
Clairement, je pense que les deux vont être associés, vont être liés par la suite pour pouvoir justement avoir cette identification unique, non altérable, qui puisse être traquée, suivie et du coup débunkée. Et je connais pas confirme assez que bien dans la... Ouais, pas Pardon, Fabien, vas-y. je t'en prie, j'y vais, vas-y. Non, je disais que en fait, je connais pas assez bien le sujet pour développer, mais je sais que Sam Altman a créé ce qu'on appelle donc Sam Altman, c'est le créateur d'OpenAI, donc il a créé ChatGPT qui permet en fait de diffuser énormément d'informations, etc. Qu'on vient de présenter. Et il a aussi créé WorldCoin, qui serait aussi un petit peu cette entreprise qui va créer le code Human-Made. Donc il y a un peu des gens qui disent c'est le pompier pyromane. Donc limite, il crée un outil qui ensuite permet de placer son deuxième outil qui va permettre d'identifier les vraies informations des fausses, les choses human-made, des choses qui sont machine-made, etc., etc. Sachant qu'aussi, il y a OpenAI qui a un outil qui s'appelle OpenAI Text Classifier et qui permet en fait de regarder aussi si un contenu a été généré par intelligence artificielle ou pas. Je trouve qu'on peut le tromper encore, mais je trouve que ça s'améliore aussi ça. Donc, ça peut être aussi un moyen, en tout cas pour le texte, de regarder s'il y a des professeurs ici qui nous regardent, et de pouvoir regarder si un texte a été généré par IA ou pas. Je ne sais pas s'il y a des outils équivalents pour les images, en tout cas. Figure-toi, JB, qu'en fait, on a sondé aussi des enseignants, donc ils ne sont pas dans ce sampling, ils ne sont pas dans cet échantillonnage-là, mais on a l'avis d'environ 200 enseignants aussi, donc on va diffuser ça à un autre moment plus tard, sur leur premier pas aussi avec l'IA et justement comment ils arrivent à déjà l'utiliser eux-mêmes dans le cadre de leur propre pratique en tant que formateurs, enseignants, et puis aussi justement pour débusquer l'usage de l'IA dans les travaux d'étudiants. Il y a déjà pas mal d'outils qui ont été mis à disposition et apparemment les directions commencent aussi à diffuser de manière plus officielle des best practices et des guidelines pour justement... alors certains apparemment embrassent le mouvement et se disent voilà, il faut qu'on fasse avec. Et à contrario, on a d'autres, voilà, ça doit être banni, interdit, puni. Donc c'est vraiment très complexe et aujourd'hui, c'est un peu la direction des établissements qui prend position. Il n'y a pas encore de prise de position au niveau législatif Des ou exemples, il y a Sciences Po Paris, par exemple, eux, ils ont décidé de plus faire de devoirs à la maison et puis de plus. Donc voilà, en fait, ça va être que des devoirs sur table, donc sans intelligence artificielle, parce qu'en fait, ils veulent vérifier si les gens s'approprient vraiment la connaissance. Et puis des oraux aussi, où voilà, tu es obligé d'être un humain et de venir devant une personne pour pouvoir faire tes examens. Donc voilà, en tout cas, comment Sciences Po Paris a réagi. Et puis, je ne veux pas parler trop de ça s'il n'y a pas trop de professeurs, mais j'ai accompagné une professeure donc, à Genève qui va l'utiliser pour ses étudiants pour faire des cas pratiques en psychiatrie. Donc, ChatGPT va se faire passer pour un malade en psychiatrie et du coup, les élèves vont pouvoir poser des questions pour détecter quelle est sa maladie. Donc, voilà, il y a des cas en fait assez intéressants quand même aussi à développer avec ces outils au niveau pédagogique. Et si j'ose, dans le domaine de la formation professionnelle, on va aussi gagner quelque chose, c'est-à-dire que, autant on a parlé tout à l'heure de la formation à l'IA, et je pense que là, tu as un vrai boulevard, j'y vais devant toi, parce qu'on est très nombreux à vouloir mieux les utiliser. Nous, ce qu'on remarque dans le domaine de la relation client, ce sont les outils d'IA qui commencent à former le personnel des services clients, puisque tout à coup, un chatbot qui s'est enrichi de milliers de réponses, tu as un nouvel agent qui commence au mois de mai. On n'avait jamais le temps de le former, on le formait à la va-vite. Aujourd'hui, il peut s'auto-former avec des outils d'IA qui vont lui dire voilà, qu'est-ce que je réponds quand il se passe ça, qu'est-ce que je réponds quand il se passe ça. Alors, on pourrait se dire c'est un peu triste quand même un robot qui forme un être humain. Moi, je préfère qu'il gagne du temps là-dessus et qu'ensuite on puisse passer du temps ensemble en accompagnement personnel ou autre sur les aspects humains et sur le savoir-être, et que le savoir-faire, ils l'apprennent plutôt avec un outil d'intelligence artificielle, d'autant que il a une richesse que ne pourra jamais avoir même un agent qui est là depuis 10 ans, parce qu'il va enchaîner des milliers de conversations. Et pour revenir à ce que tu disais sur Sciences Po Paris, voilà, si on est positif, c'est quand même ça, c'est qu'on va retourner à des transmissions de savoir oraux. Peut-être que les oraux auront des coefficients beaucoup plus importants que la rédaction du mémoire elle-même, et qu'on va enfin noter l'intelligence et pas le savoir. Donc moi, je reste positif là-dessus. Oui, et puis justement, tout ce qui va être vraiment la connaissance et le savoir, toute cette connaissance produit, elle va pouvoir être dans la machine et finalement, elle va être un appui, un accompagnement pour justement l'agent du service client qui va pouvoir se concentrer sur ce côté humain, sachant qu'en plus, au fur et à mesure, la machine va continuer elle-même à apprendre puisqu'il va se créer son propre réseau de données qui vont être exploités dans le cadre de l'activité de l'entreprise en particulier.
à laquelle tu vas pouvoir justement donner des données très techniques, comme on l'a vu avec le cas photo, sur les filtres très techniques, qui va pouvoir ensuite proposer à l'agent pour pouvoir identifier et résoudre des problèmes plus complexes et plus rapidement. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a encore peut-être des questions. Hello Jacques qui s'en va, ça fait plaisir de te voir aussi. Leandro qui avait posé une question. Peut-on appliquer une logique fractale dans la succession des questions concernant les outils d'IA? Alors, je ne comprends pas la question personnellement. Moi, il faudrait que je parle plus directement avec Leandro pour avoir plus précisément sa demande, mais en tout cas, faire agir l'IA comme un rôle spécifique et ensuite lui donner des guidelines pour qu'il réponde d'une certaine manière. C'est un peu ce que Simon a montré avec son dollar. C'est tout à fait possible de guider l'IA. Après, est-ce que voilà, il faudrait encore plus de détails pour répondre, mais là, je dirais plutôt oui à Leandro. Alors, pour clôturer ce webinaire, je vous propose, JB et Fabien, un petit mot de la fin peut-être chacun. Je vous laisse peut-être, si l'un de vous est inspiré, par rapport à tout ce qu'on vient de discuter sur cette heure ensemble. Qu'est-ce que peut-être on peut retenir ou perspective d'avenir? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, moi, dans le domaine de la relation client, je vais utiliser un exemple qui illustre ce que je pense de l'avenir. Une banque a mis en place un bot pour des questions en fait qui sont assez basiques et qui sont de répondre au fait que quand quelqu'un change de téléphone mobile, il a du mal à réinstaller Twint et il contacte sa banque et c'est pas des appels très sympas à faire, c'est long, c'est usant pour tout le monde. Avec la mise en place de ce bot, il a réussi à supprimer 35 000 appels. Alors il y a la version négative, on peut se dire ah mon Dieu, c'est 35 000 appels qui n'ont pas été traités par des êtres humains et qui vont supprimer du boulot ou autre. Non, moi je vois le côté positif, c'est que ces appels-là, ils n'étaient pas super contents de les traiter, hein, les êtres humains avec qui je travaille, et qu'ils préfèrent se concentrer sur des appels à plus forte valeur ajoutée, où on traite de l'émotion, où on traite de la proactivité, où on traite des cas super spécifiques. Et finalement, tout ce qui est un peu tout venant, si on peut s'en débarrasser pour passer plus de temps avec les cas qui en valent la peine, c'est plutôt pas mal. Et donc, moi, je vais essayer d'être optimiste et positif sur cette conclusion en disant si les outils d'IA arrivent à nous débarrasser avec des gros guillemets, hein, évidemment, des cas les plus simples et rébarbatifs et qui sont pas très sympas à faire, et à nous concentrer sur ceux à forte valeur ajoutée, et notamment ceux où l'humain est au cœur du projet, je dirais tant mieux. Moi, je te rejoins complètement par rapport au secteur des études de marché, puisque c'est vraiment là, c'est ce qui va faire aussi notre valeur ajoutée, que ce soit dans le domaine des études qualitatives ou dans le domaine des analyses de données. Ce sera de voir qu'est-ce que la machine, effectivement, te permet d'identifier comme grande tendance, de faire de la segmentation, et voilà, et de t'avancer, de te mâcher le travail. Mais évidemment, après, ce sera toujours d'aller rencontrer des personnes, de leur parler et d'avoir un traitement qui soit aussi justement d'un vrai échange et pas juste un traitement de données saisies sur un formulaire de questionnaire en ligne ou d'une question sur, sur un SAV bot ou autre. Ouais, et puis moi, comme vous deux, je pense que j'ai envie de terminer aussi sur une note un peu positive. Donc, je dirais qu'il y a quand même deux choses à respecter. La première, c'est guider la machine et ne pas être guidé par la machine. Donc, continuer à être maître à bord, ça serait hyper important. Ensuite, je trouve que une fois qu'on a ça en tête, c'est aussi continuer à bien s'approprier les connaissances, donc à conserver un esprit critique quand on lit ce texte qui est généré par la machine, etc. Donc continuer à bien s'approprier la connaissance. Et enfin, une fois qu'on a respecté ça, il y a vraiment un boulevard, il y a vraiment des opportunités qui se dégagent qui sont absolument incroyables. Je vais donner un exemple concret pour terminer. Moi, j'ai beaucoup écrit de mails dans ma vie, des mails de promotion. Promotionnel. Et donc là, j'ai fait mes meilleurs résultats en écrivant un premier draft avec l'intelligence artificielle et en utilisant mon expertise humaine pour rendre le temps que j'avais gagné. En fait, je l'ai réinvesti pour écrire cet email et puis le rendre encore plus excellent. Et donc finalement, ça a résulté en un gain de qualité. Et donc si c'est pas un gain de rapidité qui est fait, je pense qu'il y a un gain d'excellence qui peut y avoir dans tous nos services en tant que professionnels de marketing et communication. Et ça, pour moi, c'est positif. Voilà. Donc, merci à tous en tout cas. Merci JB. Et puis, moi, j'espère que les 2 heures que j'aurai gagnées sur ma journée grâce à ChatGPT, au lieu de viser l'excellence et de faire encore mieux, parce que je suis ultra perfectionniste, je pourrais aller faire un jogging ou aller passer du temps avec mes enfants et puis retrouver l'équilibre vie privée, vie professionnelle, parce que c'est vrai que être entrepreneur, c'est aussi c'est du boulot et ça
ça prend du temps. Merci beaucoup aux personnes qui étaient là avec nous, pour nous suivre. Merci surtout beaucoup à Jean-Baptiste et à Fabien d'avoir échangé avec nous. Petit clin d'œil aussi à Simon, merci beaucoup pour ton partage de use case avec les filtres photos. Et je vous invite, je l'espère, à un prochain webinaire sur une thématique toujours liée à l'humain, la technologie et nos métiers passionnants de marketing et de communication. Merci beaucoup d'avoir été là. Bon appétit et à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci.